Qu'est-ce que c'est que la définition symétrique de l'inflation, Wilfried? Ça va passionner tout le monde. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment, quand vous voulez retrouver de la liberté, vous cassez l'instrument qui vous dit à un moment donné, si ça atteint tel seuil ou tel élément, tac, tu dois agir. Donc vous dites, d'accord, alors redéfinissez le mot atteindre. Et c'est exactement ce qu'ont fait les banques centrales. On leur avait dit depuis très longtemps, 2% et vous devez agir. On a bien compris, 2% vous devez agir. Donc, exemple typique, Jean-Claude Trichet 2011, on atteint 2%, pourquoi ? Parce que le pétrole remonte. Donc Jean-Claude Trichet, il applique. Voilà, il applique son modèle, on lui dit 2%, tu agis, 2%, il monte les taux une fois, deux fois, ça marche pas, il est obligé de revenir en arrière. Bon. Donc là, le temps passe, on est en mode déflation, pas de problème. Et puis on sent que on relance après le Covid, on est en train d'injecter énormément, énormément d'argent, on est en 2020. On est à 5% là aux États-Unis. On est en 2020 et les banques centrales se disent quand même, à un moment, on va quand même avoir une poussée quelque part inflationniste, en tout cas on a un risque. Comment on fait pour regagner cette espèce de crédibilité qui est liée au fait qu'on n'est pas prévisible? Parce que si on est totalement prévisible, on n'est pas crédible. Et donc dans ce cas-là, on change la métrique. On dit, attendez, atteindre 2%, oui, mais atteindre 2%, alors la Fed va très très loin en disant, c'est symétrique, hein, les gars. C'est-à-dire que quand j'étais en dessous de 2% pendant 10 mois de 1%, admettons, il va falloir que je sois au-dessus de 2% pendant 10 mois de 1%. Sinon, c'est pas symétrique. Bon, alors la Banque Centrale Européenne, qui est quand même un peu plus contrôlée par ses actionnaires, en particulier par nos sympathiques Allemands et Autrichiens, qui régulièrement rappellent quand même les dogmes de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, que l'euro, c'est le Deutschmark, hein, donc il faut quand même pas rigoler avec ça. Et pas aller aussi loin en disant, non, c'est pas symétrique, c'est une moyenne. Alors, c'est une moyenne sur un certain temps, sur un certain nombre de critères, voilà, entre... On ne vous dira pas d'ailleurs. On ne vous dira pas exactement, mais juste parce que c'est trop compliqué pour que vous puissiez réellement comprendre. C'est tellement complexe qu'il faut effectivement comprendre. Et donc c'est une façon, mais c'est très intéressant parce que c'est une façon de redonner de la marge de manœuvre et redonner de la liberté. Et aujourd'hui, elles sont exactement là-dedans. C'est-à-dire, on leur dit, bah, attendez, on a 6% d'inflation aux États-Unis, on en a 4% en Europe, enfin, ça dépend des métriques, mais on est quand même 4% en Allemagne. 4% en Allemagne. Et on est largement au-dessus de 2% en Europe. Donc là, vous devriez, ça y est, remonter les taux, agir. Et, oui, mais attendez, symétrique d'un côté, moyenne de l'autre. Et d'ailleurs, Jérôme Powell, ce qui est très amusant, enfin quand on a l'humour d'un financier, hein, bien sûr, c'est pas accessible à tout le monde, dit dans sa conférence de presse, je crois que vous n'avez, il a vraiment dit, hein, je crois que vous n'avez pas très bien compris notre nouvelle méthodologie et notre nouvelle façon de procéder. Je pense que je dois vous le rappeler. Et il le rappelle de nouveau. Donc voilà. Donc voilà parce que si tu attends que ce soit symétrique, l'inflation a tellement été par terre pendant des années que ça te donne beaucoup de temps. Tu veux, en fait. Voilà, exactement. Ça te donne beaucoup de temps pour dire, là on considère que la symétrie, d'une certaine façon, sur telle et telle donnée, ça y est, c'est bon. Puis ça tient pas la route surtout. Voilà. Qu'est-ce qui tient pas la route? Alors, je parle sous le contrôle évidemment de mon voisin. Toute théorie économique, bancaire, dans le sens banque centrale en ce moment, sur la notion de l'inflation, s'il y a bien des mois qui sont très particuliers, je pense qu'au plus aucune théorie du passé, et a fortiori aucune théorie qui pourrait être inventée aujourd'hui, donc non vérifiée, ne peut tenir la route d'un point de vue mathématique pur. Je veux dire, pour expliquer ce qui se passe en ce moment et pour essayer de prévoir. L'inflation américaine, on parle d'inflation globale. Américaine, européenne, c'est pas la même. Il n'est pas d'accord, t'as dit que tu parlais sous son contrôle. Et... Non, je parle sous son contrôle, dans le sens de l'analyse. Faut pas dire ça. Alors, non, mais c'est normal, on n'est pas sur la même chaîne d'analyse et d'explication. Compréhension. Tu veux dire sur la même chaîne de clientèle? Je t'explique pour en avoir parlé avec certains chez Natixis, etc. Il y a en ce moment un truc qui est évident, c'est que c'est une inflation qui n'est pas prévue. On sort d'une espèce de crise économique qui donc génère une relance très forte avec on a des carences de matières premières, des choses comme ça qui enchaînent forcément. On a le système minier qui flingue complètement en ce moment un certain nombre de sujets. Et donc en fait, tous ces trucs-là ne peuvent pas être mathématiquement analysables. On peut les vérifier en disant c'est ça. Tu sais, il y a eu une phrase sur l'inflation que connaissent tous ceux qui ont fait un peu d'économie, c'est on a une inflation de théorie, mais on manque de théorie sur l'inflation. De toute façon, l'inflation reste un phénomène très très complexe. Tu ne peux pas comparer les 6% américains avec les 4% allemands, comme tu ne peux pas comparer les 4% allemands avec les 2,1% français. Tu ne peux pas, parce que aux États-Unis, c'est une inflation très salariale. En Europe, c'est une inflation beaucoup plus sur un problème de futur
Enfin, pour l'instant, c'est 2/3 l'énergie à peu près. Ouais, c'est ça, c'est l'offre. Voilà. C'est l'offre qui n'arrive pas à fournir, donc les prix forcément s'ajustent. Et il n'y a aucun problème sur les marges. Il y a un truc hyper intéressant aux États-Unis, c'est que tu as une inflation très forte qui a été poussée, selon moi, par la politique salariale de Biden, qui entraîne donc cette inflation parce que les salaires ont augmenté. En face, donc les prix ont suivi, évidemment. Le pouvoir d'achat augmente, les mecs sont pas bêtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de baisse des marges des entreprises aux États-Unis. Donc c'est flat. Donc il y a une inflation qui ne sert donc à rien, donc qui ne devrait pas être inquiétante. Et tu as les plus cool des banques centrales étatiques des 51 États américains qui disent finalement c'est flat. Alors, au final, jusqu'où ça va monter ? Tu vas dire à un moment donné, on va se retrouver avec le véritable problème de l'inflation, et on va. Ouais, parce que je voulais pas qu'on parte dans un débat sur l'inflation et tout. Ça, c'est pour Grégoire Favès. Je racontera ça avec Grégoire. Moi, c'est juste le truc symétrique. Il nous cherche avec son symétrique. Non, mais je pense que le véritable sujet, justement, c'est pour ça que les banques centrales se redonnent de la marge de manœuvre, c'est que l'inflation aujourd'hui, c'est une perception qui est largement politique et sociale. Ouais. Et donc, les mouvements sont tellement forts de ce point de vue-là, parce que ça prend du pouvoir d'achat, et ça prend du pouvoir d'achat tout de suite, qu'en fait, il faut effectivement arriver à piloter l'inflation d'un point de vue monétaire pour ne pas créer une récession qui serait totalement contre-productive. Ouais. C'est-à-dire que remonter les taux aujourd'hui, comme l'a dit une nouvelle fois Jérôme Powell, il dit aujourd'hui, c'est pas parce que je remonte les taux que je vais avoir moins de bateaux dans le port de Los Angeles en attente. C'est pas du tout le sujet. C'est pas le sujet. Donc arrêtez de penser qu'effectivement... C'est une très bonne image, ça. Le risque serait là. Voilà. Et donc si je remonte les taux, en gros, je vais créer les conditions d'une future récession sans contrôler aujourd'hui le véritable problème, qui est effectivement un problème de chaîne d'approvisionnement. Ouais. Donc voilà, après, il faut l'analyser. Nicolas, tu as un truc à dire là-dessus ? Les modèles sont faits pour ça. Non, moi, je vais laisser les experts. Ouais, c'est ça, on écoute les experts. Sur le plancher des vaches, je me dis, avec mes courses que j'ai appris en économie quand même à l'école, j'espère que tout ça va pas mal finir quand même. Parce que, ça veut dire quoi, mal finir ? Parce que... Années 70 ? Non. Non, là, ce serait déjà re-rentrer dans la théorie. Je ne vais pas y rentrer. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand on imprime du papier, et il se passe quelque chose, quoi. Enfin, ça ne peut pas être neutre pour les uns et pour les autres. Voilà. Moi, je suis pas... Non, mais c'est le bon sens. C'est le bon sens qui est celui d'énormément de chefs d'entreprise. En fait, le sujet, là, Nicolas, c'est vachement intéressant parce que, soyons pédants 2 secondes, les fameux esprits animaux de Keynes. Et donc, en fait... Cette politique, parce que ça peut rater son objectif en ce qu'elle affole ceux à qui elle est destinée. Tu vois ? C'est-à-dire le chef d'entreprise qui dit « Non mais les mecs, vous êtes en train de délirer là !» alors que tu voudrais qu'il investisse. Tu fais tout ça pour qu'il investisse, pour que... Et que justement, le véritable problème théorique, c'est qu'on a mis effectivement on a créé énormément de monnaie. Mais comme la vitesse de circulation de la monnaie a énormément baissé, en fait, on n'a pas créé d'inflation. Et ça sert à rien de créer de la monnaie si la vitesse baisse, en fait. Moi, mon petit niveau, comment on gère les augmentations de salaire à la fin de l'année pour pas faire exploser quand même notre structure de coût. Par exemple. Avec quel argument, sur quel ratio, parce que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours d'accord sur le 0,5, le 1% d'inflation. Là, aujourd'hui, il est de combien ? On n'en sait rien. Chacun lit. Tout le monde a compris qu'il y avait un sujet, donc va venir négocier. Il y a un sujet d'énergie, Nicolas, en France. Voilà. C'est le seul. Et puis après, il y a un deuxième sujet, c'est quand même comment on arrive à répercuter sur les prix de vente. En l'occurrence, quand on vend des abonnements à 4,99, on ne fait pas 5% sur le prix de vente, donc on est quand même capé sur son chiffre d'affaires. Et donc ça aussi, il y a un petit sujet là-dessus, quoi. Ouais. Voilà, donc... pour moi, c'est plutôt des signes d'inquiétude que... Non, mais je veux pas juste... Mais c'est très intéressant parce que ce que tu dis est aussi la démonstration de ce que... on peut être un peu d'accord quand même avec ceux qui pensent que c'est temporaire. C'est-à-dire, tu dis, moi j'ai un abonnement à 4,99, je ne peux pas l'augmenter comme ça. Or, c'est quand même sans doute la moitié du PIB qui marche à coup d'abonnement à 4,99, tu vois, et qui ne peut pas augmenter comme ça. Ouais. Donc, en fait, la digitalisation massive de l'offre aujourd'hui limite sans doute... déflationniste Exactement, c'est une force déflationniste très très forte. Voilà. Tout ça... réduira les marges de 1%, quoi. Tout ça pour... Et tiens, petit article dans les Échos, je ne sais pas si vous avez vu ça. Les marchés commencent à analyser les enjeux d'une victoire d'Éric Zemmour. C'est extraordinaire. Magnifique. Banque Nordea. Nous y voilà. Je ne sais pas ce que c'est Nordea. C'est une banque quoi, danoise. Exactement. C'est une banque danoise, une banque d'affaires danoise. Qui effectivement était la première à sortir une note en disant qu'est-ce qui se passerait si... Parce qu'effectivement... Qu'est-ce que t'as fait ? Mais c'était pour toi, ça, 5 ans avant, Wilfried. Il y a 5 ans, c'était le scénario Le Pen va affoler les marchés. Et ça ne s'est pas bien passé. Le Pen-Mélenchon. Le scénario Le Pen-Mélenchon au second tour. Ouais, mais c'est... En fait...
Le Pen-Mélenchon, c'était très franco-français. Le véritable scénario de nos amis nordiques et anglo-saxons, c'était le scénario Le Pen. C'est celui-là qui l'intéresse. Le scénario Mélenchon, ils ne comprennent pas trop pour l'instant. Nous, effectivement, c'était plutôt le sujet à l'intérieur de la France. Alors que c'est pas tellement rassurant. Alors que voilà, c'est pas tellement fondamentalement rassurant. Pour une banque. Surtout pour une banque. Ouais. Et dans une société de gestion, on n'a pas l'emploi. Enfin, forcerie. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que il y a de nouveau des scénarios qui circulent en disant, mais en fait, on fait une analogie avec Trump parce que c'est tellement facile. Hein. Ouais. Et donc, de toute façon, la conclusion de Nordea est quand même assez extraordinaire. C'est de toute façon, ne vous inquiétez pas. Au début, les marchés vont un petit peu paniquer, puis finalement, ils vont se rendre compte que tout va très très bien se passer parce que finalement, le business va prendre le dessus. Ce qui, compte tenu à la fois justement du timing aujourd'hui, c'est-à-dire de délai qui nous sépare de l'élection présidentielle, et du fait qu'aujourd'hui, quand on regarde objectivement les sondages, le scénario, il a extraordinairement peu de chances de se matérialiser. Et en plus, dernier élément, quand on écoute précisément ce que disent les candidats en question ou le candidat en question, il n'y a absolument aucune précision d'aucune sorte sur sa vision économique, à part sur le fait qu'effectivement, il voudrait alléger la réglementation. Mais à part ça, il n'y a absolument rien. Sauf sur le fait qu'il voudrait sortir de l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que les marchés... C'est même pas sûr. Même pas sûr ce que ça. C'est même pas sûr. Ouais, non, parce que j'ai regardé ça c'est même pas sûr. Non, c'est pas sûr. Et c'est même pas sûr. Et donc, Tu penses plutôt qu'il veut essayer de renégocier les traités, quoi. C'est plus ça que de sortir de l'Union européenne. Pas illogique d'ailleurs au demeurant. Et donc, voilà, ce qui nous place dans une situation où en fait, on écrit un papier pour écrire un papier, mais ça n'a absolument aucun sens. Non, ce qui est drôle surtout, c'est qu'il y a une espèce de Attends, vas-y. Moi, je rebondis complètement là-dessus. Enfin, Zemmour, manifestement, c'est le mot-clé qui a l'air de faire vendre dans les médias. On reçoit... Monsieur est observateur. Voilà. Le mot-clé Google a une petite impression là-dessus. Donc, faire un article, c'est une façon de vendre. T'as fait une chaîne thématique Zemmour sur... Non, mais j'en ai fait d'autres. Non, mais soit dit en passant, je serais curieux de savoir ce qu'il y aurait comme programme. Tu vois, le gars qui fait sa chaîne Zemmour, qu'est-ce qu'il irait agréger? Qu'est-ce qu'il irait te demander comme programme à agréger? Tu vois, est-ce que ce serait Charlemagne ou le Troisième Reich? Parce que on va dire des conneries. Ça va déraper. Mais ceci dit, il y a un potentiel. Quand il réunit au Palais des Sports 4000 personnes à 20 ou 40 euros la place, c'est que les gens sont quand même bien prêts à payer. Donc leur vendre un abonnement, c'est tout à fait faisable. Ça fait rêver l'entrepreneur. Là aussi. À l'abonnement. Vas-y donc. Pour le coup, c'est Stéphane Simon, mon ami, là, qui roule avec Onfray et Zemmour là-dessus. Donc moi, je pense que ça fait vendre du papier, ça peut créer aussi un peu de volatilité. Après, sur tout le reste, on n'en sait rien. Il a fait ses déclarations sur l'immigration et sur toute l'économie. On ne sait pas. Assez peu. Voilà, c'est assez peu. Tu sens que c'est assez libéral de droite basique, quoi. Mais voilà. Voilà. Et puis après, je trouve que il y a un peu la rengaine. On s'amuse à se faire peur avec Trump, avec Boris Johnson. Là maintenant, ça va être nous, on va voir notre Zemmour. Au final, de toute façon, business is business. Oui, mais tu ne crois pas que c'est ça qui est intéressant, exactement ce que dit Wilfried? Moi, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, Nordea finit en disant, à partir du moment où la finance a réussi à digérer Trump, on n'a plus à s'inquiéter. Enfin, pour moi, ça va un peu plus long dans une forme de disparition des risques de marché. Ce qui n'est absolument pas vrai dans le cadre d'une zone monétaire intégrée, qui n'est pas une zone politique intégrée. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que quand on voit les turbulences qu'a créé juste le référendum, on était ensemble, Stéphane, le référendum sur la Grèce, que la Grèce a lancé en disant est-ce que j'accepte ou pas les propositions de l'Union européenne, et les turbulences que ça a créées au sein du système financier. Oui, mais c'était avant Whatever It Takes. C'était avant Whatever It Takes, mais, voilà. mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, personne n'a. Les Grecs n'ont jamais été jusqu'à dire qu'en fait, justement, ils ont reculé juste avant. Ils n'ont jamais été jusqu'à dire que ils étaient prêts à tout faire sauter si on leur accordait pas tout ce qui se passe. Ils se sont dit, finalement, le référendum a donné un résultat, et les Grecs ont dit, finalement, la situation n'est pas comparable. Mais oui, je ne comprends pas, Wilfried, parce que c'était avant ce qu'on a décrit il y a quelques instants, la planche à billets et l'inondation de pognon en Europe. Sauf que, imaginons un gouvernement français qui dirait clairement que faute de renégociation des traités européens, mais les renégociations qui seraient telles que les traités européens ne pourraient plus fonctionner
en particulier dans le cadre d'une monnaie unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a connu avec le Brexit, c'était pas dans le cadre d'une monnaie unique. Oui, on est d'accord. Et c'était déjà très compliqué. Tu veux dire, imaginez un gouvernement français qui remettrait en cause son appartenance à l'euro, ça créerait des turbulences. Oui, je suis d'accord avec toi, mais celui-là, il n'existe pas. Ça crée une implosion C'est le considérable. On est d'accord, mais il même pas n'existe déjà pas. côté le deuxième tour. Il n'y a même pas Le Pen, il n'y a même pas... Je pense qu'il faut aller chercher Cheminade. Il faut être très prudent. Je pense qu'il faut être très prudent sur l'enchaînement qui pourrait nous mener dans le cadre justement très français de la primauté du politique surtout. On est dans un pays. Je suis pas d'accord. Sur le temps, attends, laisse-le finir. Vas-y, Wilfried. Dans le cadre de la primauté du politique qui est très ancré encore dans la classe politique française et dans un certain nombre de milieux, sur le fait que on peut imposer nos vues à l'économie, la politique peut imposer ses vues à l'économie, et donc on peut imposer à l'Europe un certain nombre de choses que l'Europe n'acceptera pas. Et là, je trouve que de dire que finalement tout ça sera digéré, c'est faire un acte de foi que moi, aujourd'hui en tout cas, je me pose à Stéphane voir. D'abord, moi je trouve ça très drôle. Alors après, Nordea a sans doute de l'argent à mettre en l'air sur ses analyses s'ils ont que ça. Mais il n'y a pas eu que Goldman l'a fait aussi. Enfin voilà, il y a eu 2-3 notes. D'abord, quel marché? Parce que moi j'ai lu l'article, donc d'abord les Échos, je suis assez d'accord, ont besoin de vendre. Et Zemmour, ça vend pas mal et ça m'a surpris de la part des Échos. Mais d'abord, quel marché? Est-ce que ça va faire quoi? C'est la bourse française, c'est l'Europe, c'est ce que les Américains en ont strictement rien à faire. Ça n'aura aucun impact sur les marchés américains si Zemmour était au deuxième tour ou qu'il était élu. Ensuite, c'est une méconnaissance profonde des systèmes institutionnels français, parce que vous avez utilisé un terme très important, on parle du président de la République, puis après vous avez parlé d'un gouvernement. Alors M. Zemmour a de grandes chances peut-être d'aller au deuxième tour s'il a envie de s'amuser, comme Marine Le Pen l'a déjà été. Derrière, même s'ils étaient élus président de la République, avant qu'ils aient un gouvernement. Non, mais là, là, tu te gourres, là. Si vous tu réponds pas à la question. La question, c'est, tu laisses tomber les plans sur la comète institutionnels. Tu aurais fait les mêmes il y a 7 ans autour d'Emmanuel Macron, en disant « Ah oui, peut-être président, mais pas derrière. » Ah ben non, mais ça change tout. Laisse tomber les là. Mais sur l'idée, ce que dit Wilfried, c'est l'idée, il y a toujours un risque de fracture profond au cœur de l'Europe. Je peux aller au bout de mon oui, mais c'est trop long à chaque fois, Stéphane. Vas-y. Alors je vais aller beaucoup plus vite. La France, malheureusement, n'est pas dirigée par ses politiques. Ou heureusement, dans ces cas-là. Parce que la France a eu des fois des situations comme ça un peu intermédiaires entre les deux. Et je vous rappelle 80, alors j'étais très jeune, mais je vous rappelle quand même qu'à un moment donné, tout le monde pensait que les Sardes soviétiques allaient arriver après-demain s'il y avait des ministres communistes à des postes importants du gouvernement. La France est dirigée par la haute administration et dans ces cas-là, c'est tant mieux, par le Trésor, etc. L'État profond. Donc je peux te garantir que si demain n'importe quel homme politique était élu comme ça parce que le peuple est un peu poujadiste et s'énerve, tout ce qui touche à l'euro, tout ce qui touche à des sujets importants de politique monétaire, je ne suis pas sûr qu'on les laisse faire. Je pense pas. Mais c'est qui on? Mais c'est qui on? C'est-à-dire qu'en fait... sur l'élan d'une présidentielle. L'État profond, c'est là-dedans. Est-ce que Donald Trump a fait plus de la moitié de ce qu'il avait dit qu'il ferait économiquement aux États-Unis? Donald Trump n'était pas dans une zone monétaire intégrée. Bah si, indirectement. Bah non, indirectement. Mais c'était les gouverneurs. Sa zone à lui. Aujourd'hui, il a un bicamérisme. Aujourd'hui, les risques de fracture de l'Europe, ils sont quand même beaucoup plus importants sur les histoires d'immigration et d'accueil de migrants. Enfin, on voit quand même entre le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Enfin, on voit que les tensions sont énormes. Je suis pas sûr que nous, même en ayant un Zemmour président, on change quoi que ce soit à la partie économique. On peut s'amuser à se faire peur, etc. Mais en attendant, la Pologne, c'est pas l'euro. La Pologne, c'est pas l'euro. La Bulgarie, c'est pas l'euro. La Roumanie, c'est pas l'euro. Tout l'Est de l'Europe, c'est pas l'euro. Donc c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est l'euro. Le sujet, c'est l'euro. Oui, non, mais au gouvernement Podemos, on parlait de fracture de l'Europe. L'Italie a eu quand même l'extrême droite comme Premier ministre. Ça n'a rien changé, rien du tout économiquement. À un moment donné, ça n'a rien changé. Non, mais ça n'a rien changé parce que l'Autriche, l'euro, c'est le marque. Non, mais ça n'a rien changé parce que à aucun moment, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont remis en cause. C'était dans leur programme. En Hongrie, en Autriche, c'était dans leur programme. Derrière, à aucun moment, ils n'ont remis en cause l'existence à l'euro. Tu peux pas. Non, mais l'Autriche, non. C'était pas dans le programme de l'Autriche de sortir de. Le programme de l'Autriche. Ce que dit Wilfried, c'est attention. Le sujet, c'est l'euro. Voilà. Le sujet, c'est en fait, c'est ça qui tient absolument tout. Absolument. Tout ce dont on vient de parler de manière fort agréable depuis 1 heure, en fait, tient quand même
on est d'accord, Voilà. à la Banque centrale, À la Banque Centrale Européenne. et à la stabilité de Donc, l'euro. à la haute Voilà. administration. À la fin, c'est les porte-avions américains À la d'un haute côté et les monnaies de l'autre. Voilà. Et quand on touche aux monnaies, c'est toujours très très compliqué. Si Et on touche pas aux monnaies, Wilfried, d'accord, il n'y a pas de problème. les porte-avions d'un côté et la Banque centrale de l'autre côté, qui est élu là-dedans? Des deux côtés, nul, personne. Donc pardonnez-moi, je reste bloqué et je me braque, parce que ni les militaires ni les banquiers centraux ne sont élus. Donc en fait, c'est la haute administration qui dirige. Et tu peux changer de politicien tous les 5 ans. Malheureusement, ça change rien. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des allers-retours tant qu'ils veulent, annoncer ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, il y a certains sujets où il y a un consensus qui reste. Et sur Trump, je suis désolé, alors là, c'est le système politique américain qui fait que les cordons de la bourse sont entre les mains des chambres politiques. C'est pas le président des États-Unis qui décide. Sinon, décision. Bah, Obama a fait Non, mais ils appellent ça l'asymétrie des balance of décisions. power, c'est le cœur de la Constitution américaine, qui est radicalement différente d'une autre. Mais radicalement. Ce qui amène effectivement une forme de paralysie du pouvoir aux États-Unis, et ils sont très contents avec ça. C'est pour ça que ça pas. Mais non, mais nous, c'est tout le Il était- contraire. La Ve République, c'est tout le pouvoir à celui qui est élu. Absolument. Je crois sûr. que Sauf qu'il y a eu de la cohabitation. Donc non, en fait, je suis pas d'accord du tout. Mais la cohabitation, les gars étaient élus. Enfin, c'est le taux d'emprunt que l'agence France Trésor va pouvoir émettre. Il va décider à la fin et qui va dire aux Exactement. politiques calme-toi, parce que là, on vient de se prendre un spread sur l'Allemagne. Donc on a toute l'Allemagne qui vient d'appeler depuis ce matin. Donc tu te détends sur tes machins. Wilfried, on l'a vu avec tout le monde. C'est De l'équilibre de droite, la de terreur. gauche, au final, c'est l'équilibre. Mais c'est Enfin, pas la haute administration à du la moment, fin- c'est l'équilibre de la terreur Oui, du mec mais qui, je- du mec qui est aussi. Je ne vise pas la haute administration, l'administration française. Mais t'avais l'air, tu vois, j'ai l'impression que j'étais le Justement, Trumpiste mais si. face à l'État Non, profond, là, justement, en mais disant. non, justement. ouais. Je suis dans le bon côté de la haute administration européenne. Il y a un moment donné des sujets, quand on parle d'économie, l'économie, pour rebondir sur ce que disait Wilfried, n'est pas entre les mains des politiques. D'abord, parce qu'ils ne savent pas. Et ensuite, parce qu'en Europe, en France, mais en Europe, avec une monnaie unique, elle est entre les mains de la haute administration européenne. Je préfère les banquiers centraux. Je rappelle, on parle quand même d'un hypothétique programme de quelqu'un qui est parti Bon, en puis train de avec faire tout ça, moi, là, Et tout ça pour dire du que Fillon il nous like, reste du 3 minutes. c'était je vais pour vous en parler. débattre, en fait. Attends, les gars, il nous reste. Pardon, c'est ma faute.